It's tea time. Let's go. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, comme promis, nous poursuivons l'épopée Gossip Girl. Et aujourd'hui, c'est donc au tour de Penn Badgley. Alors, c'est parti. Penn, de son vrai nom Penn Dayton Badgley, est donc né le 1er novembre 1986 à Baltimore, fils d'un journaliste slash menuisier qui a même fait de la politique aux États-Unis. Et donc Penn, bien qu'il soit né à Baltimore, il a passé une partie de son enfance à Seattle, mais également à Woodlake en Virginie, avant de déménager à l'âge de 11 ans à Hollywood afin de démarrer sa carrière d'acteur. Donc il a démarré assez jeune. Et il n'a pas fait que ça, il a également fait du chant. Il a même enregistré un single en 1998. Ses parents divorcent lorsqu'il a 12 ans. Il est quand même apparu à la télévision, donc on a pu le retrouver dans un épisode de la série Will and Grace, mais également dans les Feux de l'amour, très célèbre Feux de l'amour. Alors en 2001, il commence à s'attaquer au film et c'est pas spécialement un très très bon souvenir. Enfin, c'est pas que c'est un mauvais souvenir, c'est que c'était un rôle un petit peu bizarre en fait. Vous jugerez par vous-même. C'est donc un film qui s'appelle The Fluffer. Donc c'était un film queer. Et comme il l'explique lui-même, quand j'ai lu le scénario, ni mes agents, ni ma mère, ni moi ne savions ce qu'était un fluffer. J'ai été le premier à le découvrir parce que j'ai lu le scénario en premier. C'est un microcosme de tout cela, ce film. Est-ce qu'un enfant de 12 ans devrait-il en être ? On dira que non. Voilà ce qu'il dit. Donc un fluffer, je peux pas dire là comme ça ce que c'est. Je vous invite à faire vos petites recherches. Donc oui, un enfant de 12 ans dans un film qui parle de ça. Bon, bref. Et Penn était déjà assez ambitieux, très jeune, et du coup, afin de pouvoir travailler comme un adulte, il a passé un diplôme qui s'appelle GED. Donc en fait, c'est le nom qu'on donne à un ensemble de 5 examens, et si on les réussit, eh bien, on estime que la personne donc, qui a réussi tous ces examens a les compétences académiques de niveau lycée, high school, aux États-Unis, mais aussi au Canada. Donc il a passé ses examens quand il avait 13 ans, ce qui était quand même assez balèze, quoi, parce qu'au final, c'est comme s'il avait passé le bac, quoi. Mais lui, il se fait pas mousser pour autant, pour lui c'était juste un outil à avoir afin de ne pas avoir besoin d'un tuteur sur les plateaux et pouvoir travailler à des heures adultes. Ce qu'il estimait était plus attrayant sur un CV. Alors je vous avoue que cette petite partie de l'histoire m'a un petit peu choquée, parce que pour moi c'est l'âge qui prime, c'est pas les diplômes. Donc bref, en tout cas, c'est lui qui le dit. Nous sommes donc en 2002. Alors là, il va avoir un rôle récurrent dans une série qui s'appelle Do Over. Et en 2004, on le retrouve encore dans une autre série, La famille Carver. Ce sera pour 13 épisodes. Et également, encore une autre série, The Bedford Diaries. Nous arrivons donc en 2006. Il renoue avec le cinéma. Ce sera pour John Tucker doit mourir. Et là, 2007, vous savez très bien ce qui va se passer. Penn a 20 ans. Et d'un coup, bam, il devient une star, une célébrité. Il décroche le rôle de Dan dans Gossip Girl et ça va complètement chambouler sa vie. Alors pour Penn, c'est pas forcément dans le bon sens. Alors oui, c'était sympa. Par contre, il explique qu'il y avait énormément de paparazzi là où il tournait, à New York, et que les rapaces, donc c'était beaucoup penché sur sa liaison avec Blake Lively. Et comme il le dit lui-même, au-delà de notre relation, je pense que personne ne s'intéressait publiquement à moi. C'était un peu le jour et la nuit. Ma vie a complètement changé et je pense précisément que c'était le 19 septembre 2007. Alors ce rôle de Dan lui a quand même valu plusieurs nominations aux Teen Choice Awards ainsi qu'une reconnaissance de niveau international. On a du coup pu le retrouver dans des films dont Le Beau-Père avec Amber Heard, puis aux côtés d'Emma Stone dans Easy Girl. Donc ça c'était en 2010 et 2010 donc année où il se sépare de Blake Lively. Alors pour rappel, je l'avais dit dans la vidéo concernant Blake Lively, ils se connaissaient déjà d'avant. Ils avaient fréquenté les mêmes écoles, mais c'est sur le plateau qu'ils sont tombés amoureux. Donc ça a duré plus de 2 ans, presque 3 ans. Mais ils se sont séparés en bons termes et ils ont même su transformer leur histoire d'amour en belle histoire d'amitié. Je vous l'avais dit également dans la vidéo de Blake que
Même les gens sur le tournage savaient même pas qu'ils avaient rompu. Ils sont restés très pros et du coup ça n'a pas eu d'effet néfaste sur le tournage ni sur la série. Dans mon souvenir, je suis presque sûre que nous étions des ex pendant près de la moitié de la série. Nous avons toujours été très professionnels. Il n'y avait pas la moindre gêne, ce n'était vraiment pas un problème. Tout dans cette série était à propos des relations sous quelque forme que ce soit. Donc je crois que nous avons été chacun dans toutes les configurations possibles et imaginables. L'épisode final a été pour moi à bien des égards comme une réflexion après coup. Alors nous arrivons en 2011. Il tourne dans le film Margin Call aux côtés de Kevin Spacey, entre autres, et il entame une liaison avec la fille de Lenny Kravitz, Zoé Kravitz, une idylle qui durera 2 ans, de l'été 2011 à l'été 2013. Et entre-temps, on a pu le retrouver dans un biopic sur la vie de Jeff Buckley. Et le film s'appelle Greetings from Tim Buckley. En 2014, il commence à sortir avec une artiste américaine qui s'appelle Domino Kirk. Plus tard, on en reparlera, il l'épousera. Donc ils sont toujours ensemble. Mais entre-temps, en 2013, fin de Gossip Girl. Et avec le recul, voici ce que Penn déclare. Jouer dans une série comme Gossip Girl à 20 ans, n'en sortir qu'à 26 et devenir célèbre grâce à ça, c'est une expérience incroyable à tous les points de vue. Ce que j'ai appris, c'est que c'est très difficile de conserver la pureté du jeu d'acteur quand on devient célèbre. C'est un vrai défi. Lorsque je repense aux années Gossip Girl, je les vois de 2 manières, amusantes et rapides. Mais en dessous se trouvait un sombre courant sous-jacent qui a atteint son niveau le plus bas vers la fin de ma vingtaine. Ma relation amoureuse m'a beaucoup aidé à ne pas tomber dans l'alcool ou la drogue. Blake ne buvait pas et je pense que notre relation m'a d'une certaine manière évité de me forcer à emprunter cette voie. Je me suis retrouvée confrontée à une crise spirituelle et j'ai cherché du réconfort partout, en voyageant, en explorant le bouddhisme, en essayant de nombreuses techniques physiques, de la respiration à la méditation, tout en me jetant dans des causes politiques comme Occupy Wall Street. C'est un mouvement de contestation pacifique qui dénonce les abus du capitalisme financier. Et comme toute personne ayant connu un certain degré de gloire et de richesse, on m'a présenté la vérité universelle selon laquelle non seulement cela ne rend pas la vie meilleure ou plus facile, mais en fait cela peut grandement compliquer les choses et vous rendre très malheureux. Je me suis sentie isolée. Je ne savais pas à qui faire confiance. Je n'ai jamais été suicidaire, mais j'étais certainement désespérée. C'était des questions du genre « est-ce que je compte ? Est-ce que quelque chose compte ?» Ces questions éclairent ce que nous ressentons. La réponse qui m'est venue a été « oui ». Je pense que nous devons tous y arriver. Alors, lors de son voyage dans sa quête spirituelle, il s'est découvert un intérêt tout particulier pour la foi bahá'íe. J'espère que je prononce pas trop mal, bahá'íe. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Grâce à un homme qu'il a rencontré en Colombie, parmi l'un de ses nombreux voyages, je pensais beaucoup au changement social et à l'action sociale aux alentours de Black Lives Matter. Donc, c'est quand il y a eu justement le souci en 2014 avec la mort de Michael Brown. Donc c'est une période où il a beaucoup réfléchi à la société. J'ai également beaucoup pensé à ma propre transformation, à mon propre changement. Je considérais les enseignements bahá'í qui disent que nous sommes tous connectés comme offrant la voie la plus engagée de la transformation individuelle à la transformation sociale. Je me suis dit, si je veux vraiment participer à l'amélioration du monde, je pense que je devrais devenir bahá'í. Donc il s'est officiellement déclaré bahá'í en mai 2015, mais ce n'est qu'une étape sur le chemin, dit-il. Donc voilà, concernant sa quête spirituelle, très important pour Penn, mais il a également trouvé une autre source d'épanouissement grâce au podcast. Alors il s'est entouré d'une bande de personnes qu'il dit être très intéressantes et excentriques. Donc ils ont créé Podcrushed. Donc je vous invite à découvrir ça sur internet. Et donc on arrive en 2015, il va faire un film qui s'appelle Arnachi Ride or Die aux côtés d'Ethan Hawke. Un des amours de ma vie. Mais aussi Mila Jovovich. Et l'année suivante, on le voit dans un autre film, Adam Green's Aladdin. Et c'est à ce moment-là où il décide de faire une pause dans sa carrière cinématographique. Donc il va revenir à une autre de ses passions, à savoir le chant. Il va même monter un groupe dont il sera le chanteur principal, qui s'appelle Mother. Ils vont même sortir un album, Centerfold. Et il en profite donc pour se marier avec sa chérie, Domino Kirk. Donc ça, ce sera le
le 27 février 2017. La cérémonie se déroulera à New York et ils vont accueillir en 2020, le 11 août, un petit garçon qui s'appellera James. Et par la même occasion, j'ai oublié de le préciser, mais il devient aussi le beau-père de l'enfant de sa compagne. Donc c'est également un fils, Cassius, qui est né en 2009. Mais entre-temps, parce que donc le petit est né en 2020, en 2018, nous retrouvons notre cher Penn Badgley dans un rôle qui va insuffler un tout autre nouveau souffle à sa carrière. Il s'agit bien sûr du rôle de Joe Goldberg dans la série You, où il interprète un stalker sociopathe. Alors à la base, c'est un livre, You, de Caroline Kepnes. Alors la série est un énorme carton. Je pense qu'au-delà du fait que c'est une série géniale, enfin en tout cas je l'adore, le succès repose quand même beaucoup sur Penn. C'est grâce à lui, je pense que tout le monde s'est autant enflammé. Et sachez au passage que c'est Netflix qui a sauvé cette série, parce qu'à la base, c'était pas cette plateforme-là qui diffusait la série. La première fois qu'elle est apparue, c'était sur Lifetime, c'était en septembre 2018, mais ils se sont vite rendus compte que ça correspondait pas réellement au programme qu'ils avaient l'habitude de diffuser. Du coup, ils l'ont annulé en décembre, donc quelques mois après. Mais Netflix s'était engagé comme partenaire de streaming, octroyant des licences pour ses rediffusions et ses droits internationaux. Quand la série est passée sur Netflix, gros carton. Du coup, Netflix a décidé de poursuivre. Donc, ils ont lancé la production d'une seconde saison. Donc, à la base, on aurait vraiment dû en découvrir qu'une, mais ça a été un succès inattendu. 40 millions de spectateurs. C'était assez encourageant, quoi. Voilà. Alors, quand même, ce qui est assez drôle, c'est que Penn ne voulait pas jouer dans cette série. Alors, il était quand même séduit par le fait que le personnage de Joe prenait de manière subversive les tropes de Dan Humphrey. Donc, pour lui, en fait, c'est vrai que tout le monde a un petit peu fait ce parallèle. Joe, c'est la version psychopathe de Dan. C'est vrai qu'il y a des similitudes, on va pas se mentir. Donc ça l'a un petit peu fait tiquer. Mais il voulait pas jouer un personnage aussi horrible. Et il était également inquiet d'un autre pan de la série, à savoir le caractère sexuel. Pour lui, il y avait beaucoup de scènes intimes, trop à son sens. Au final, la série tournait uniquement autour des fixettes que faisait Joe sur les femmes, dont il tombait amoureux. Et il y avait des scènes intimes, en veux-tu, en voilà quoi. Du coup, Penn, au début, il pouvait pas trop se prononcer, mais rapidement quand même par la suite, et ça se sent surtout dans la saison 4, il a demandé à parler avec les producteurs, tout ça, en disant qu'il était mal à l'aise par rapport à toutes ces scènes intimes. Et voilà ce qu'il dit à propos de tout ça. Cet aspect d'Hollywood a toujours été très perturbant pour moi. Et cet aspect du travail, cette frontière changeante, a toujours été quelque chose avec lequel je ne veux pas du tout jouer. C'est important pour moi dans ma vraie vie de ne pas avoir autant de scènes intimes. Ce qui compte, c'est ma fidélité dans ma relation. C'est important pour moi. Et en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai initialement voulu refuser le rôle. Je ne l'ai dit à personne, mais voilà la vraie raison. Donc en fait, il avait l'impression que c'était pas réglo par rapport à sa compagne de tourner autant de scènes intimes. Donc c'est un peu bizarre d'ailleurs, parce que généralement les acteurs arrivent bien à dissocier les deux. Bon, peut-être pas tous, je suis pas au courant de ce que pensent tous les acteurs, mais en tout cas là pour le coup c'était vraiment trop pour lui. Donc par respect pour sa compagne et parce que il est comme ça, et voilà, ça le faisait pas quoi pour lui. Donc il est vrai que, comme je vous disais, dans la saison 4 il y a encore quelques scènes olé olé, mais il est habillé. Il n'est plus aussi dénudé qu'avant. Donc ça, c'était une volonté de l'acteur. Et autre chose qui agace beaucoup Penn, c'est quand les gens parlent de You comme étant une histoire d'amour. Ça lui fait un peu hérisser le poil. Parce que, voilà ce qu'il dit, je ne considère pas cela comme une histoire d'amour. Mais en supposant que ce soit le cas, pendant un instant, qu'est-ce que cela dit à propos de l'amour ? Oui, ça soulève une question intéressante, mais ce qu'il trouve quand même très inquiétant, c'est l'engouement sur les réseaux sociaux par rapport à son personnage, parce qu'il y a quand même eu pas mal de tweets où des femmes demandaient carrément à Penn de les kidnapper, ce à quoi il répondait gentiment non merci. D'autres postaient je veux que Joe m'assassine. Alors là pareil, il répondait mesdames non, ne soyez pas attirées par cet homme. Lui il est parfaitement conscient que cette série, le personnage de Joe incarne la masculinité toxique à l'état pur. Donc ça ne devrait pas faire rêver la gente féminine, mais il comprend quelque part cet engouement, parce que comme il le dit lui-même, pour être honnête avec notre série, vous êtes supposé tomber amoureuse de lui. Donc nous sommes responsables. I mean, I think
In the beginning, I had to sort of play a cultural referee a bit. I felt like it was fun to do that. But now, I mean, look, we've designed the character to be very charming, you know, and sort of alluring. So that is what it is, and I think people are responding to that. It's not a clinical portrait of a serial killer to me. Et ça, c'est un point intéressant, justement, qu'il a soulevé, parce que là, on est donc arrivé, là, 2023, on a vu la 4e saison de You. Il donne une interview sur TikTok où il parle justement des problèmes de moralité à propos des séries diffusées sur Netflix. Ça a fait scandale, la série Jeffrey Dahmer. Donc là, il y a eu un engouement, de l'amour carrément pour ce personnage, alors que c'est quand même un tueur en série. Et là, voilà ce qu'il dit à propos de ça. Jeffrey Dahmer, cet amour à son égard, c'est de la faute des fans, mais aussi celle de Netflix. C'est même carrément leur responsabilité. C'est vraiment étrange, cette fascination du public pour de tels criminels. Je suis mi-amusé et mi-sérieux par rapport à tout ça. Vous devriez vraiment vous intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. J'ai été suffisamment tiraillée au début pour hésiter à accepter ce rôle, le rôle de Joe. Si je l'avais juste joué le temps d'un film, cela aurait été gérable. Mais j'ai accepté ce rôle il y a quasiment 5 ans. Cela fait beaucoup de temps avec un seul personnage, surtout un narrateur aussi peu fiable, qui s'avère être un prédateur et un manipulateur très dangereux parce qu'il ne se rend même pas compte à quel point il est dangereux. Donc il pointe du doigt Netflix par rapport à tous les documentaires, tous les films, séries où ils mettent en avant des tueurs en série, parce qu'on en arrive en fait à un point où parfois ils sont humanisés et que ça les rend donc plus appréciables. Et ça pour lui c'est niette. Non, c'est pas normal. Alors perso, si je peux glisser mon avis sur la question, je comprends ces inquiétudes, mais encore une fois, peut-être parce que c'est moi et mon cerveau qui acceptons certaines choses, j'arrive toujours à très bien différencier la fiction de la réalité. Donc oui, moi j'aime bien le personnage de Joe. Concrètement, quand on suit la série, on veut pas qu'il se fasse prendre. Mais dans la vie réelle, ça ne viendrait même pas à l'esprit de craquer pour un tueur en série ou un psychopathe. Donc je pense qu'il faut savoir vraiment comprendre la frontière entre les deux et savoir qu'il y en a vraiment une. La fiction, c'est la fiction, la réalité, c'est la réalité. Mais c'est vrai que les personnes qui sont par exemple amoureuses de Jeffrey Dahmer, je comprends pas. Là, je comprends pas. Moi, j'ai applaudi la performance de l'acteur dans la série, mais après, moi, je l'ai vu en une soirée, j'ai été très mal à l'aise. À aucun moment, j'ai trouvé que c'était glamourisé ou quoi que ce soit. Je trouvais que c'était assez fidèle par rapport à tous les reportages que j'ai pu voir sur ce criminel. Mais bon, après, je sais pas, peut-être que certains ont vu la chose différemment. Je sais malheureusement qu'il y a des personnes un peu instables qui se prennent d'amour pour un criminel. Je sais pas si Netflix a vraiment un rôle là-dedans. Je sais pas, ça c'est à tout à chacun de le voir. Mais c'est vrai que si les gens commencent à vraiment penser vouloir se faire kidnapper ou se faire tuer par quelqu'un parce qu'il est beau, là c'est inquiétant. Mais moi je prends un peu tous ces tweets pour de l'humour. Après, je sais pas, je suis pas dans la tête des gens. J'espère que c'est de l'humour en tout cas. Bref, alors il a également pu toucher à la réalisation. Ceci dit, au cours de la série You, donc il a réalisé un épisode, c'était l'épisode She's Not There, et il est également producteur de la série. Et au passage, une 5e saison est prévue. Alors comme je vous dis donc, il est producteur de la série, donc il a créé une boîte de production qui s'appelle Nins Mod Media, et c'est d'ailleurs cette boîte qui produit également son podcast, Podcrushed, donc qui n'est pas le seul à l'animer, il y a plein d'autres co-animateurs, avec pas mal d'invités, dont Jenna Ortega, qu'on avait aussi pu retrouver d'ailleurs dans You. Il y a même sa femme aussi, à peine, qui apparaît sur le podcast. Et ça marche plutôt bien. Il y a même certains contenus qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de produire ce podcast, sa boîte de prod a également obtenu un financement pour réaliser un premier film. Il s'y attaquera dès que You sera terminé. Et c'est donc un projet qui s'appelle Chambori. Donc voilà, il prépare déjà l'après You. Donc je pense qu'à mon avis, après la 5e saison, il n'y en aura plus. Sera la fin. Donc quand on lui demande un petit peu le bilan de sa vie, il dit que là il se sent beaucoup plus accompli. Donc il est acteur mais également producteur. Il a tâté de la réalisation, même s'il s'est rendu compte que en fait de réaliser un épisode de You et de jouer également dedans, clairement il était sur les rotules, donc il le referait pas, voilà. En tout cas les deux en même temps. Ou du moins s'il avait plus de temps peut-être, mais là c'était très fatigant cette expérience. Le podcast
l'écriture, tout ça, voilà, il fait vraiment plusieurs choses en même temps. Donc il dit, si c'est ainsi que je veux exister d'une manière qui est pour moi durable, émotionnellement, spirituellement et psychologiquement, alors c'est comme ça que je veux exister. Je veux faire plus en tant qu'artiste, produire, réaliser, créer. Je suis très enthousiasmée par la suite. Les choses sont tellement numériques, tellement en ligne, je pense qu'il faut être pleinement dedans ou complètement dehors. Car Penn et la technologie, ça fait deux, mais il a commencé à s'intéresser à TikTok, tout ça. Il y a même certaines choses qui sont devenues virales. Donc il est conscient de l'importance des réseaux sociaux à notre ère. Donc il essaye de se mettre dedans. Et là, il s'est exprimé dernièrement sur quelque chose de pas cool qui s'est passé au sein du tournage de You, enfin, qui concerne un des acteurs de You. Il s'agit de Chris D'Elia, qui interprète justement un pédo voilà, dans la série. Eh bien, elle était accusée de harcèlement sexuel. Donc, il y a plusieurs femmes qui ont déclaré que cet acteur humoriste américain leur avait envoyé des messages inappropriés. Il avait également essayé de leur soutirer des photos dénudées afin d'obtenir des faveurs intimes. Alors, lorsqu'on a posé la question à Penn de ce qu'il pensait de tout ça, donc voilà ce qu'il a déclaré. Cela m'a beaucoup affecté. J'ai été très troublée par ces accusations. J'en suis encore très troublée. Je ne connais pas Chris. Je sais que si nous devons faire quelque chose à notre époque, c'est de croire les femmes. L'idée qu'une série comme la nôtre puisse indirectement et involontairement être un refuge pour les personnes abusives, c'est inquiétant et c'est très dérangeant. Est-ce qu'une série comme la nôtre aide à créer cette culture? Je sais au moins que notre série pense à ces choses de façon démantelée et déconstruite. J'espère que notre show ne sert pas à soutenir ce genre de comportement et ces systèmes. Et il a ajouté que la production avait quand même contacté Jenna Ortega afin de savoir si elle s'était sentie à l'aise de tourner avec lui, et l'acteur concerné donc par ces accusations a lui de son côté démenti. Pour lui, tout ça c'est complètement faux. Voilà donc sur quoi on conclut. Il n'y avait pas énormément de choses à dire. C'est pas un acteur qui crée des polémiques. Voilà, il est très spirituel. C'est vrai que quand on l'écoute, il y a pas mal d'interviews que j'ai écoutées de lui. Il réfléchit beaucoup. Il est, je dirais pas qu'il est dans un autre monde, ni qu'il est perché, mais on voit qu'il est très spirituel. Donc il faut suivre quand même son raisonnement, mais il est aussi très drôle. Donc c'est intéressant le contraste de cet homme. Il paraît très léger, un peu désinvolte comme ça, mais en même temps il est très réfléchi, assez intelligent. Et enfin moi j'aime bien en tout cas ce genre de personne, je la trouve passionnante. Donc je trouve que c'est bien, il suit une ligne qui a l'air de lui convenir, où il touche un petit peu à tout, et en même temps c'est normal. Je veux dire là c'est plus un enfant, il a beaucoup tourné jeune, c'est même lui qui a fait déménager ses parents à Hollywood pour lancer sa carrière. Donc il a roulé sa bosse, on va dire, en tant que comédien. Donc pour moi, c'est la suite logique qui s'intéresse maintenant à d'autres choses. Mais il est vrai qu'il a toujours un petit mot, en tous les cas, pour certains faits d'actualité concernant le cinéma. Donc là, c'était donc par rapport, comme je vous disais, au scandale Jeffrey Dahmer. Mais il a aussi évoqué un souci concernant les personnages marginalisés, où il estimait qu'on devrait réserver ces rôles aux vraies personnes marginalisées. Pour lui, les hommes blancs étaient tout ça, il y a assez de rôles pour eux. Donc là où il y a des rôles de personnages marginaux, ce serait bien de les accorder à des acteurs qui sont considérés comme marginaux également. Vous voyez, gros guillemets. Voilà, en tous les cas, personne qui m'a l'air très sympa, Penn. Quelqu'un qui m'a pas l'air d'aimer beaucoup d'être sous les feux des projecteurs également. Et je trouvais ça quand même très mignon, cette histoire de refuser les scènes intimes par rapport à sa compagne. Et aussi, j'étais très touchée de voir le respect qu'il porte à Blake, où effectivement, pour lui, elle l'a aidé à pas sombrer. Alors, j'ai vu une interview où il disait que donc elle avait aidé à ne pas être forcée d'emprunter la voie des addictions. Et justement, il insistait bien sur le fait que cette phrase était un petit peu bizarre à dire comme ça. Ne pas être forcé de prendre le chemin des addictions. Parce que pour lui, à Hollywood, c'est quasi impossible, en fait, de ne pas, à un moment donné, tomber dans des travers comme ça. Il faut être bien entouré pour éviter tous les pièges d'Hollywood. Et ça, c'est la voie de la facilité, quoi. Tout ce qui est addiction, bref, vous savez depuis tant qu'on en parle. Et surtout quand on devient célèbre du jour au lendemain, grâce à une série qui aborde des thèmes... voilà, il y a un petit peu de tout.
Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que... Alors, j'étais pas au courant parce que c'est vrai que cette série a tellement eu de succès, mais apparemment, les audiences étaient pas exceptionnelles aux États-Unis. Il y a vraiment eu un engouement pour les personnages, les décors, tout ça. Mais c'est pas non plus une série qui a déchaîné en termes de téléspectateurs, vous voyez. Mais elle a quand même bien marché, quoi. Donc, série problématique, il en parle pas trop. Hein, c'est plus Blake qui pointait ça du doigt. Mais en tous les cas, voilà, la célébrité du jour au lendemain. Heureusement, comme il dit, que Blake était là et qu'elle, c'était quelqu'un de sain, qui ne buvait pas. Comme ça, au moins, il est resté dans le droit chemin. Voilà, les amis. Mais écoutez, je vous laisse là. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo consacrée à Leighton Meester. Et la semaine d'après, ce sera donc le week-end spécial Gossip Girl. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.